Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. Un soir du printemps 1908, Nick Carter entra dans un immeuble d'un des quartiers les plus populeux de New York. Il monta au 12e étage et sonna à la porte d'un modeste appartement. Monsieur Walker, Oui, je suis Nick Carter. monsieur Nick Carter. Entrez. Votre réputation est grande et j'aurais été heureux de faire votre connaissance en d'autres circonstances. Vous venez, je pense, pour... Oui. Oui, monsieur McCluskey, chef de la police de l'État de New York, m'a chargé de prendre cette affaire en main, eu égard à votre personnalité, monsieur Walker. J'en suis très reconnaissant à monsieur McCluskey. Veuillez vous asseoir. Merci. Bon, alors résumons les faits. Vous êtes à New York un des leaders du Parti démocrate. Excusez-moi de vous interrompre, mais je vous dis tout de suite que ce soir, à 6 heures, j'ai donné ma démission. Il m'aurait été trop pénible d'être exclu par mes camarades de combat. Oui, je vous comprends. Donc, votre fils unique, William, se trouvait la nuit dernière dans un nightclub de New York. Appelez plutôt cela un bouge. Le Red Lips est un de ces endroits les plus infâmes que je connaisse. Qui est-ce qui a pu entraîner cet enfant dans un endroit pareil? Toujours est-il qu'il a eu une altercation avec un des clients, ils en sont venus aux mains, et William, au comble de la fureur, a étranglé son adversaire, qui est mort en moins d'1 minute. Ça, tous les témoignages concordent. Qu'attendez-vous de moi? Je suis venu bavarder avec vous. Mais j'aimerais que vous me parliez un peu de votre fils. Il n'a pas encore 19 ans, n'est-ce pas? Il les aura le mois prochain. Parlez-moi de son caractère. C'est un garçon très doux, et je n'arrive pas à m'expliquer ce qui lui a pris. Depuis quelque temps, il avait beaucoup changé. Tantôt il était comme exalté, comme en proie à une sorte d'excitation factice. Tantôt il demeurait prostré, abattu, le regard vague, répondant à peine à ce qu'on lui disait. Il avait fini par nous inquiéter. Il avait de l'argent de poche? Très peu, nous ne sommes pas riches. Depuis ce matin, monsieur Carter, je ne cesse de réfléchir à cette catastrophe qui s'est abattue sur nous. Savez-vous ce que j'ai constaté? Non, dites. Il se produit depuis 2 ans un phénomène alarmant. Vous savez que nous, militants démocrates, avec nos syndicats, nos revendications, nous empêchons certaines gens de dormir. Pour cela, nous sommes des hommes à abattre. Or, vous pouvez constater que depuis 2 ans, aux États-Unis, pas moins de 7 députés et sénateurs démocrates ont dû donner leur démission et se retirer de la scène politique, à la suite de scandales survenus dans leur famille. Mais oui, c'est exact. Robertson, dans le Massachusetts, dont le fils avait pris part à l'attaque d'une banque. Bentley, dans l'Oklahoma. Sa fille, mêlée à une affaire de prostitution. Et Milford, en Californie, dont le fils s'est suicidé au moment d'être arrêté pour escroquerie. Et Barker, Peacock, McGregor. Ouais. Tous avaient des enfants correctement élevés, et pas plus mauvais que d'autres. Et brusquement, en quelques mois, ils étaient devenus des voyous. Comment l'expliquer? Vous savez, en Amérique, on a tendance à accorder aux enfants une confiance dont ils ne sont pas toujours dignes. Oui, c'est vrai. Je voyage beaucoup, ma femme est l'indulgence même, et William n'a pas senti suffisamment cette main de fer si utile dans un gant de velours. Mais pour moi, monsieur Carter, là n'est pas l'explication. Il y a autre chose qui m'échappe. Oui, remarquez un détail m'a frappé. Chaque fois que se sont produits les scandales dont vous parlez, il y avait sur place un photographe. À croire que le drame avait été prémédité, préparé par des agents provocateurs. C'est exact. Comptez sur moi, monsieur Walker. Maintenant, j'aimerais voir sa chambre. C'est ici. Et entrez. Nick resta longtemps dans cette chambre. Il examina chaque objet, chaque livre. Il lut toutes les lettres et ouvrit tous les tiroirs. Rien d'intéressant. Il allait se retirer, visiblement déçu, quand il fit une trouvaille. Il n'en parla pas au père et prit congé. Le lendemain matin,
Il était à la prison, attendant l'accusé dans un des bureaux réservés aux interrogatoires. Allez, rentre. Vous vous appelez William Walker? Oui. Asseyez-vous. J'ai vu votre père hier soir. Il supporte courageusement l'épreuve que vous lui infligez. Il vous pardonne parce qu'il est certain que vous n'êtes pas responsable de votre geste. Et je me range entièrement à son avis. Vous croyez que je suis fou? Non. Non, mais au moment où vous avez tué, vous n'étiez plus vous-même. C'est vrai. Au point d'être obligé de faire un effort terrible pour me souvenir de cette soirée. Eh bien, cet effort, je vous le demande. Tâchez de vous rappeler. Et racontez-moi. Je suis sorti avec des copains. On est allé au café-concert et après dans une boîte. Oui, au Red Lips. Qui a choisi cet établissement? Un copain. Lequel? Je ne me souviens plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la table voisine, il y a un type qui s'est mis à parler politique. Il a élevé la voix en me regardant d'un air qui ne me plaisait pas. Et tout à coup, le voilà qui commence à parler de mon père et à l'insulter. J'ai bondi. Oui, c'est exact. Je n'étais plus le même. J'étais comme fou. J'ai arraché le type de sa chaise et je lui ai serré le cou jusqu'à ce qu'il tombe. Et avec vos 2 pouces, vous lui avez écrasé le larynx. Je n'y comprends rien. Je n'ai pas voulu. Je vous jure que je n'ai pas voulu. Vous aviez bu beaucoup d'alcool? Je ne bois pas. Et en arrivant, vous étiez dans votre état normal? Non. Oui, vous n'éprouviez pas une sorte de fébrilité? Oui. Et à quoi l'attribuez-vous? Je ne sais pas. Mais si, vous le savez très bien. Que voulez-vous dire? Je sais tout, William. Hier soir, j'ai fouillé votre chambre. Oui, pour essayer de découvrir une indication d'ordre psychologique qui pût expliquer, enfin, sinon excuser votre geste. Je ne trouvais rien, j'allais m'en aller quand j'ai ouvert votre coffret à cigarettes. Il ne contenait que de banales cigarettes anglaises sur le dessus. Car en dessous, j'ai trouvé ces 5-là, qui, elles, ne sont pas banales du tout. Vous fumez du stupéfiant, William. En l'occurrence de la marijuana, du hashish. La cause de votre geste est purement physiologique. Hier soir, vous étiez abruti de stupéfiants. Et le grave, c'est qu'au lieu de prendre de l'opium, de la cocaïne ou de la morphine, vous fumez une saleté qui pousse à la fureur et au crime. Enfin, où avez-vous ces cigarettes? On me les a données. Qui ont? Je ne peux pas vous le dire. Oui, oh, bien entendu, la conspiration du silence. On ne vous les a pas données, vous les avez achetées et ça coûte cher. Alors d'où venait l'argent? Je vous jure qu'on me les a données. Admettons celle-là, mais les autres. Celles qui ont précédé. J'en avais autant que je voulais, sans jamais rien payer. Ah? Mais alors quel était l'intérêt de votre fournisseur? Où était son petit bénéfice? Je ne sais pas. Ben, moi, je vais vous le dire. Son bénéfice, c'est votre abrutissement, votre crime. Et surtout, l'effondrement politique de votre père. C'était lui, l'homme à abattre. Qu'est-ce que vous dites? Le pauvre petit imbécile, vous n'aviez pas vu si loin? À cause de vous, votre père a donné sa démission. C'est un homme fini. C'était pour le défendre que je me suis battu. C'est exactement ce que voulaient les agents provocateurs. Depuis des mois, ils n'avaient qu'une idée, déséquilibrer vos réflexes pour arriver à ce beau résultat, et ils ont gagné. Vous en êtes sûr? Mais alors Nora? Hein, quoi, Nora? Nora Lewis. Elle va y passer, elle aussi. Comment, la fille de Lewis, le député démocrate? Oui. Si on lui donne des stupéfiants, c'est pour la perdre elle aussi. Ah, elle fume de la marijuana. Oui. Quel âge a-t-elle? 20 ans. C'est vous qui lui en passez? Non. C'est elle qui me les donne. Ah bon, alors non contente de s'abrutir, elle fait des adeptes. Tout ça est venu presque sans nous en apercevoir. Nora est ma camarade d'université. Elle aussi veut être avocate. Et nos opinions politiques nous ont rapprochés. On flirtait. Moi, je l'aimais. Un jour, pour rire, elle m'a fait fumer une cigarette de marijuana. Ouais. J'y ai pris goût. Et comment se les procurait-elle? Une fille de l'université en a fumé un jour devant elle. Elle a essayé, et après la fille lui en a donné autant qu'elle en voulait. Et puis un jour, elle a disparu. Nora était comme folle. Et un matin, en allant à ses cours, une femme sous un porche l'a guettée. Elle lui a donné un paquet de la part de l'étudiante qui avait disparu, lui disant que chaque vendredi, elle lui en apporterait un autre.
Et ça continue? Oui. Oh, monsieur. Monsieur. Je vous en supplie. Maintenant, je comprends tout. Il se prépare quelque chose contre Nora. Après ce que vous m'avez dit, je suis sûr que c'est pour ce soir. Pour ce soir? Que voulez-vous dire? Nora est tombée amoureuse du petit Max Bray, le fils d'un banquier. On dit que sa banque est près de sauter. Mais tant que le bilan n'est pas déposé, ce petit Max joue au baccarat. Il fait des pertes impressionnantes. Mais c'est un gars à se faire de l'argent par tous les moyens. Je me souviens que l'autre nuit, je l'ai aperçu au Red Lips. Il n'était pas avec nous, mais il avait l'air d'attendre quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait payé mon agent provocateur? Et écoutez bien, Nora m'a dit qu'il voulait absolument l'emmener au bal du Club Hippique, à l'Astoria. Elle ne voulait pas, à cause de ce milieu qui la dégoûte. Mais Max a beaucoup insisté, en disant qu'elle aurait, cette nuit-là, une surprise. Le ton avec lequel il a dit ça l'a frappée. Si cette surprise était une provocation pour la pousser, elle aussi a un scandale. Elle fume trop, elle n'a pas de volonté. Elle sera comme un jouet dans les mains de ce petit salaud. Bon, je vais m'en occuper. Nick Carter pressentait qu'en effet, le bal du club hippique était le cadre idéal pour entraîner une fille de démocrate dans un scandale spectaculaire. Les élections approchaient et deux affaires, coup sur coup, ne pouvaient que prévenir fâcheusement les masses contre ceux qui se disaient leurs représentants. En sortant de la prison, Nick se fit annoncer au directeur de l'Astoria. « Oh, monsieur Carter, entrez donc et asseyez-vous. En quoi puis-je vous être utile? » Eh bien, je voudrais que vous m'engagiez comme maître d'hôtel. Pardon? Oui. Dans vos salons aura lieu cette nuit le bal du club hippique. Il y aura sûrement un buffet, non? Un buffet? Mais 4! Eh bien, alors je vous demande en grâce de nous laisser, mon neveu Jack et moi, assumer les fonctions de maître d'hôtel. Vous voulez servir? Oui, oui. Passer au milieu des invités avec des plateaux chargés de coupes de champagne. Compris. Vous avez quelqu'un à surveiller? Oui. Accordé, monsieur Carter. Je vais prévenir le chef des serveurs, monsieur Stephen. Il sera discret comme la tombe, Je ne sais comment vous remercier. en faisant un service impeccable. Oh, ce ne sera pas la première fois. Rappelez-vous que c'est ainsi qu'en 1903, j'ai arrêté l'assassin de la grande-duchesse Petrovna. Je m'en souviens très bien. Bon. À quelle heure devons-nous nous présenter à monsieur Stephen? Aux cuisines, à 8 heures. Habit, cravate noire et gants blancs? Nous y serons. Le général et Madame Ersborn. Le président et Madame Vanderbilt. Mademoiselle Nora Lewis et Monsieur Max Bray. Tiens, les voilà tous les deux. Il a l'air d'un petit crevé. Le regard de cette fille est inquiétant. Et ce teint cireux. Se ruiner la santé à 20 ans avec des saloperies pareilles. Bon, passe tes rafraîchissements et suis Max. Oui? Si tu vois quoi que ce soit d'anormal, tu me préviens. Entendu. Un peu de champagne, madame? Oui, merci. Une coupe de champagne, monsieur. Volontiers. Voilà. Maître d'hôtel, 2 coupes, je vous prie. Voilà, monsieur. Le petit Max vient de donner rendez-vous pour 10 heures précises à un photographe de presse que je connais bien. Un type assez salaud d'ailleurs. Où doivent-ils se voir? Dans le petit salon directoire. C'est la 3e porte dans la galerie. Non. Quelle heure est-il? -5. Si mes souvenirs sont exacts, le petit salon directoire communique avec le boudoir oriental. Non, c'est là que je vais me cacher. L'oreille collée à la porte, j'entendrai tout ce qu'ils diront. Nick disparut dans le boudoir oriental et quelques minutes plus tard, Max Bray et le photographe entraient dans le salon directoire. Alors, monsieur Max, qu'est-ce que vous attendez de moi? Une photo. Oui, je m'en doute. Quelle photo? Il y a une fille qui me court après. Elle a le béguin. Je vais danser avec elle et l'amener dans le péristyle, tu sais, là où il y a des colonnes en marbre. Oui, oui. À un moment donné, je m'arrêterai et je la renverserai dans mes bras et je l'embrasserai sur la bouche. Au besoin, j'aurai descendu l'épaulette de son corsage avec mon bouton de manchette. À ce moment-là, tu bondis et tu prends un instantané au magnésium. Après, tu donnes ton cliché à Freddy qui en enverra une épreuve à tous les journaux avec un texte dans le genre de
La fille du député démocrate Lewis passe agréablement son temps avec les fils de banquiers dans la haute société capitaliste, de qui se moquent les soi-disant représentants du peuple, etc., etc. Avec ça, le papa n'aura plus qu'à aller se rhabiller. Nick Carter sortit du salon oriental. Il me fit un signe et s'approcha respectueusement de Nora Lewis. Mademoiselle m'excuse de la déranger. Un monsieur voudrait parler d'urgence à mademoiselle. Qui est-ce? Ah, il n'a pas dit son nom, c'est au sujet de monsieur William Walker. Où est ce monsieur? Si mademoiselle veut bien me suivre. Nick descendit dans le parc et ouvrit une porte de service qui donnait sur une petite rue. J'étais déjà au volant de l'auto. Nick saisit la fille à bras-le-corps et la jeta dans la voiture. Je démarrai à toute vitesse. Un tampon de chloroforme eut raison de la jeune fille. Arrivé à la maison, on la coucha dans la chambre d'amis, et le lendemain, à midi... Oui? Chut. Entre. Elle est en train de se réveiller. Où suis-je? N'ayez pas peur. Nous sommes des amis. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons évité le pire. Mais c'est vous? Le maître d'hôtel? Je vous présente Nick Carter. Nick Carter? Le célèbre détective? Oui? Vous étiez déguisé? Oui. Ah oui, je me rappelle. L'auto. Oui, ce goût de chloroforme. Vous m'avez enlevé? À des gens qui vous veulent beaucoup de mal. Qui? Entre autres, ce petit Max. Vous êtes fou! Et vous bien naïve. Il voulait vous faire poser une photographie scandaleuse qui aurait ruiné la situation politique de votre père. Il ne faut plus jamais revoir ce voyou. Je vous défends de l'insulter. Vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez encore moins que moi. Il fait partie de la bande qui a poussé votre ami William Walker à tuer un homme. Son père a démissionné du parti, c'est ce que ces gens voulaient. Et dites-vous bien que maintenant, ils n'ont plus qu'un but, vous faire commettre à vous aussi une imprudence, voire un crime. Ce n'est pas vrai, je vous crois pas. Bon, je vous aurais prévenu. Maintenant, vous êtes libre. Mon amie, mademoiselle Ida Johnson, vous a apporté ce plateau. Habillez-vous, déjeunez et filez. Et si un jour je peux vous être utile, n'hésitez pas à m'appeler. Quand Nora Lewis fut sortie de la maison, je la pris en filature pour le reste de la journée. Elle ne revit pas Max Bray. Patsy monta la garde toute la nuit devant l'immeuble où elle habitait. Elle ne descendit que le lendemain matin pour aller à l'université. C'était vendredi, le jour où elle avait coutume de prendre son paquet de stupéfiants des mains de la femme sous le porche. Ce matin-là, l'équipe des Carter était au complet. Nick, prêt à prendre la pourvoyeuse en filature, Ida à aborder Nora, Patsy à intervenir déguisée en policeman, et moi au volant de la voiture. Quand Nora ressortit de sous le porche, Ida la suivit, et au détour d'une rue... Bonjour. Comment allez-vous? Ah, mademoiselle Johnson? Qu'est-ce que cette femme vous a donné tout à l'heure sous le porche? Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous voulez bien ouvrir votre sac? Mais non! Mais enfin, de quoi vous mêlez-vous? Vous allez me ficher la paix? Policeman! Madame? Voulez-vous demander à mademoiselle ce qu'elle a dans son sac? Elle a du stupéfiant. Non! Hé là, ne filez pas si vite, ma petite, hein? Passez-moi votre sac. Tenez, ce paquet-là. Ce sont des cigarettes de marijuana. Suivez-moi au poste. Laissez-moi! Chauffeur? Allez, montez! Allons, plus vite que ça! Mais je vous jure! Allez, en route! Oh non, je vous en supplie. Ne m'emmenez pas à la police. Soyez tranquille. Votre petit ami Max serait trop content. Vous voyez ça demain dans les journaux? La fille du député démocrate Lewis arrêtée pour usage de stupéfiants. Elle les payait avec l'argent des syndicats. Rassurez-vous. Grâce à Nick Carter, tout restera secret. Seul votre père sera au courant. En attendant, nous vous emmenons dans une clinique de désintoxication. Non! Je ne veux pas! Laissez-moi! Il me privera de cigarettes! Mais pas tout de suite, petit à petit. Oh, je vais devenir folle! Je sens que je vais devenir folle! Patsy, donne-lui une cigarette.
Dans l'après-midi, nous retrouvions Nick à la maison. Il avait encore son chapeau sur la tête. Il demandait un numéro de téléphone. Allô? Alors, cette filature. Une seconde. Allô? Allô, McCluskey? Bonjour, c'est Nick. Vous savez, l'affaire Walker, c'est dans la poche. Enfin, presque. Oui, je vous raconterai. Ah, dites, je voudrais un petit renseignement. Vous connaissez le chinois Xing Qiang, l'entrepreneur des pompes funèbres? Rien à en dire? Bon, parfait. Mais dites-moi, il a une succursale à Londres? Oui. Oui, il s'est fait une spécialité de rapatriement aux États-Unis des gens morts à l'étranger. Auriez-vous la gentillesse de demander à votre ami Sanders, le directeur des douanes, qu'il me signale dorénavant tous les morts qu'on ramène d'Angleterre, hein? Oui. Merci. Au revoir, Mac. À bientôt. Si je comprends bien, la bonne femme qui était sous le porche et que tu as suivi est allée chez ce Xing Qiang. Oui, chez ce fils du ciel, embaumeur et entrepreneur de pompes funèbres qui possède une succursale à Londres. Et tu le soupçonnes de faire venir ces stupéfiants d'Angleterre? Oui. Bien caché sous les cadavres, là, au fond des cercueils qu'il transporte. Oh, c'est répugnant. Ah, Mais c'est astucieux. 4 jours plus tard, Nick Carter était avisé par la direction des douanes qu'un cercueil arrivait d'Angleterre sur le Queen Victoria, transport effectué par l'entreprise Xing Qiang. À l'heure dite, Nick, déguisé en douanier, attendait au port avec le lieutenant chargé des contrôles. Alors, lieutenant, c'est bien compris. Vous m'ordonnez d'ouvrir le cercueil, ce que je ferai avec l'aide de 2 de vos hommes. D'accord, monsieur Carter. Le cercueil vient d'être transporté à côté, dans le hangar numéro 7. Venez. Je vous suis. Monsieur Xing Qiang, je vais être obligé d'accomplir une formalité imposée par les nouveaux règlements. Quoi donc, mon lieutenant? L'ouverture et la visite de ce cercueil. Mais, honorable lieutenant, c'est un sacrilège, une violation de sépulture. Non, simple formalité. Jusqu'ici, on visitait tous les bagages, sauf les cercueils et les valises diplomatiques. Il ne reste plus que les valises diplomatiques. Je me plaindrai. C'est votre droit. Aidé par 2 douaniers, Nick Carter examina le cercueil, puis les vêtements du mort. Rien, pas le moindre petit paquet. Profondément déçu, mais pas découragé, Nick alla dans l'après-midi rendre visite à la veuve, une certaine Madame Field. Police, madame. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Dans quelles circonstances est mort votre mari? Nous étions partis pour Londres voir notre fils, employé dans une banque américaine. Il était gravement malade, et dans la crainte du pire, nous avons voulu être auprès de lui. C'était pour nous une grosse dépense, mais nous en avions fait le sacrifice. Heureusement, il va de mieux en mieux, et nous aurions pu éviter ce voyage. D'autant plus... D'autant plus? Que mon pauvre mari a été renversé par une voiture. Il est mort sur le coup. À qui appartenait cette voiture? On n'a jamais pu le savoir. Elle allait très vite, elle a tourné le coin de la rue, et la police a été incapable de la retrouver. C'est donc vous seule, madame, qui avez dû assumer la lourde charge de ramener le corps aux États-Unis? Oh, mais je n'en avais pas les moyens. Il fallait me résigner à le laisser dans un cimetière anglais. Mais le lendemain, j'ai reçu la visite du correspondant de l'entreprise Xing Qiang. Un Chinois? Oui. Il m'a fait des conditions si bon marché que cela m'a permis de rapatrier mon pauvre Georges. Combien vous a-t-il demandé? 20 $. En tout? Oui. Embaumement, cercueil, transport et taxes compris. Il y perd? C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, il se trompe. Mais étant donné que sur la commande, il y avait bien écrit 20 $, je me suis dit, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font. Et tout s'est passé normalement? Je n'ai eu qu'à me louer de leur service. Ils vont même garder le corps cette nuit. La tombe ne sera prête que demain. Je vous remercie, madame. Nick rentra et nous demanda à Patsy et à moi de venir dans son bureau. Écoutez-moi bien. Si l'entreprise Xing Qiang travaille à perte, c'est qu'elle trouve son compte ailleurs. Le corps de M. Field va passer la nuit dans le hall funéraire où le Chinois entrepose ses clients en transit. J'ai repéré les lieux. Vers 10 heures, ce soir, nous entrons par une petite porte qui donne sur une impasse. Nous nous cachons derrière les tentures et nous guettons. Bien. Je serais très surpris qu'il ne se passe rien cette nuit.
À 10 heures du soir, Nick force la petite porte. Nous pénétrons dans un grand hall tendu de noir. Une douzaine de cierges éclairent 4 cercueils posés sur des tréteaux. Et nous attendons. Posez vos instruments de chirurgie. Passez-moi un tournevis. Prenez-en un et aidez-moi à dévisser le couvercle de ce cercueil. Voilà. Enlevons le couvercle. Posons-le par terre. Et maintenant, nous allons prendre le corps et le mettre sur cette dalle. Doucement. Vous avez peur de lui faire du mal? Et le respect que l'on doit aux morts. Là. Placé comme ceci, vous allez pouvoir faire une incision dans le ventre. Les viscères ont été enlevés et après les piqûres faites à Londres, vous allez trouver un intérieur semblable à du carton. C'est là que sont cachés les sachets. Vous avez du génie. Et vous, un bistouille? C'est le moment de vous en servir. J'ai envie de bondir, mais Nick Carter me retint par le poignet. Il voulait que les 2 bandits accomplissent l'opération jusqu'au bout. Un à un, le Chinois sortit du cadavre les sachets de stupéfiants. Il y en a pour beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et pour des années de prison. Haut les mains. Haut les mains, j'ai dit. Le nez au mur. Mais... Jacques, les menottes, vite. Et voilà. Ainsi, c'était toi, l'empoisonneur public. Et ce qui ne se pardonne pas, l'empoisonneur de la jeunesse. Emmenez-les. Au procès, le Chinois dut avouer pour quel groupe politique il travaillait. Le scandale fut immense. 30 ans de réclusion. Il fallut à Nora Lewis 6 mois de clinique pour en sortir désintoxiqué. Quant à William Walker, il passa en cour d'assises. On trouva à son geste tant de circonstances atténuantes qu'il s'en tira avec 2 ans de prison. Et ainsi se termina l'affaire Walker.